Bonjour toute l'équipe de Dakar. Bonjour à tous les coordinateurs, les médecins, dentistes et psychologues de santé scolaire qui sont en train de suivre avec nous cette formation qui va durer 2 jours. Cette formation de 2 jours, elle va durer aujourd'hui 3 heures, pratiquement de 9 heures à 1 heure, et demain de 9 heures à 13 heures. En tout cas, s'il vous plaît, pour l'instant, c'est-à-dire quand Rodrigue présente, s'il vous plaît, nous demandons à tout le monde d'éteindre le micro pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et on aura l'occasion de discuter et de poser des questions et on vous donnera les réponses. D'ici là, donc en résumé, il y aura 3 présentations, en moyenne une présentation d'1 heure chacune. Donc il y aura 3 présentations pendant 3 heures et demain à la même heure, de 9 heures à 1 heure, nous aurons 3 autres présentations à raison d'une présentation par heure. Donc, je donne la parole à Rodrigue. Le point est parasité à Constantine. Comment? Le point est parasité à Constantine. Non, je pense que ça va se régler. Docteur Aïtoubeli, quand vous étiez en train d'intervenir, le son était un peu haché. Donc, je pense que ça doit aller. Est-ce que tout le monde entend bien? Oui, je pense. Voilà, donc on va commencer la journée d'aujourd'hui, le 14 octobre. Et comme disait Dr Aïtoubeli, vous aurez droit à 3 présentations, dont une présentation introductive. Les 3 présentations vont porter sur les systèmes de communication sur les risques, l'engagement communautaire et la gestion des rumeurs. Mais avant d'introduire ces 3 communications qui seront faites par d'éminentes personnalités du monde de la communication sur les risques, on va commencer par une introduction pour vous placer le cadre général. Et chaque communication, je rappelle à tous les présentateurs, va rester dans les 45 minutes pour qu'on ait 15 minutes de discussion après chacune des présentations. Voilà. Donc, merci et on va tout de suite accueillir le professeur David Ouetto qui va nous faire l'introduction générale sur la communication des risques. Et merci à tous ceux qui sont connectés à travers l'Algérie. C'est un plaisir pour le Hub des urgences de Dakar de participer, de contribuer à l'amélioration des activités bien faites que vous avez déjà entreprises sur le terrain. Merci David, à toi. Merci Rodrigue et bonjour à tous les collègues de l'autre côté. Vous êtes sur le territoire national, à Dakar aussi, bien à tous. Donc, je crois que vous voyez déjà mon écran et je vais devoir donc, commencer dès que je mets en diaporama, comme c'est le cas maintenant. Donc, c'est avec plaisir que je voudrais partager avec vous les principes fondamentaux de la communication des risques et l'engagement communautaire. Donc, disons un bref aperçu en attendant que nous passions en revue les différents aspects. Ce qui est important ici, c'est d'abord de savoir définir le concept en question et de dire maintenant pourquoi c'est nécessaire avant, pendant et après une urgence de santé publique. Énumérer donc les 5 composantes donc, de ce processus-là. Avant tout, j'aimerais bien que vous compreniez que quand on dit communication des risques, il faut oublier communication. Sinon, vous allez vous perdre avec la traditionnelle façon de voir la communication. Ici, c'est plutôt les risques qui vont être au centre de notre préoccupation. Et on va utiliser maintenant des mécanismes de communication traditionnels. Et vous allez vous y rendre compte, c'est aussi simple que ça. Mais quand on dit communication des risques et engagement communautaire, en fait, on fait référence à un échange d'informations, de conseils et d'opinions, mais alors en temps réel. C'est-à-dire que la situation se passe, il ne faut pas laisser dormir avant de venir dire aux gens, non, vous aurez perdu beaucoup de gens déjà. Donc, et cet échange-là va se faire entre les experts et les responsables
donc, ou les responsables, donc des personnes et des personnes confrontées à ce danger-là. Mais en fait, quand on dit expert, il ne faut pas s'y méprendre. L'expertise, en fait, est à divers niveaux. Il y a les experts comme vous autres professionnels, mais sachez qu'il y a aussi les experts au niveau communautaire. Donc, c'est pour ça qu'on doit être dans une disposition d'apprentissage et ne pas venir comme connaissant tout pour pouvoir échanger avec la communauté. Sinon, on bloque d'emblée le processus et les gens ne vous écoutent plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. L'objectif, en fait, de ceci, c'est qu'on veut donner la possibilité aux populations touchées d'être capables de prendre les décisions par elles-mêmes. C'est ça la grande différence. Pour donc une certaine autonomie dans les décisions à prendre afin donc de se protéger, d'atténuer les effets du danger ou de la menace de santé publique qui est en jeu. Ça peut être une épidémie, par exemple. Donc, il n'y a qu'à Faucon et on va, c'est-à-dire il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela et il faut qu'on fasse. Et puis vous donnez seulement les directives. Non, il faut la décision à prendre et en conséquence l'action qui va suivre. OK? Donc, c'est en ce moment-là que au cours de l'échange ou pour l'échange, on aura besoin d'un mélange de stratégies, donc de la communication et d'engagement, y compris, sans toutefois s'y limiter, vous comprenez bien, les campagnes de sensibilisation et de masse, la promotion de la santé, l'engagement des parties prenantes, la mobilisation sociale et l'engagement communautaire. Donc, on va utiliser tout ça. On va donc, dans la suite du processus, détailler tout, discuter et vous devez être à même de poser beaucoup de questions pour qu'on puisse bien clarifier les différents aspects, vous voyez. Donc, c'est ce qu'on va faire. OK. Et donc, ce processus-là, donc, nous allons appeler désormais CREC pour abréger. Vous voyez, CREC, communication des risques et engagement communautaire. Vous pouvez toujours entendre aussi communication sur les risques et engagement communautaire, comporte alors 5 domaines. Le premier, c'est celui des systèmes de communication des risques en situation d'urgence. Le deuxième, la coordination interne et des partenaires pour la communication des risques en situation d'urgence. C'est ça qui est CRU. En anglais, c'est Emergency Risk Communication. C'est ça qui est ERC. Et donc, domaine 3, c'est la communication publique. Et le quatrième, c'est l'engagement de la communication avec les communautés touchées. Comment cela se passe-t-il? On va dire généralement l'engagement communautaire. Et cinquièmement, les perceptions, les comportements à risque et la désinformation, généralement appelée la gestion des rumeurs. On va passer en vue rapidement, c'est ça la phase introductive, et on va rentrer dans les détails de chaque domaine avec discussion et nous allons nous comprendre certainement pour mieux agir vis-à-vis des situations que nous allons rencontrer. Alors, disons la première composante, donc celui des systèmes de communication des risques et engagement communautaire, va en fait se consacrer à la mise en place d'un comité, donc qui est officiellement reconnu par le niveau national, qui prend donc en compte maintenant un certain nombre de dispositions, soit c'est créé par arrêté ou même décret présidentiel, et on va y adjoindre un plan de communication des risques, vous voyez, en situation d'urgence. Ce n'est pas un plan comme on dit généralement, ou bien un PIC, plan intégré. David, on ne t'entend plus. Hein? Dans les tiroirs et avec poussière, et puis on oublie. Et quand il y a une situation, on coupe pour dire hey, ouais, notre plan. Non, ce plan-là sera régulièrement visité, remis à jour
au moins une fois tous les 2 ans en situation de paix. Et donc, on y associe déjà des ressources matérielles, financières, humaines bien dédiées. Deuxième domaine, dont on revient dans les détails bientôt. Deuxième domaine, la région africaine pense que quand vous avez mis votre plan en place, votre système en place, vous avez besoin de déjà commencer par identifier comment vous devez faire quand il y a une situation se passe pour engager les communautés. Donc, c'est très important de savoir engager les communautés. Alors, quand on dit engagement des communautés, comprenez simplement que c'est aussi la participation communautaire qui avait été mal gérée par le passé et que dans les événements d'urgence que l'Afrique de l'Ouest a connu tout dernièrement, on était obligé de passer à disons, le concept engagement communautaire pour expliquer que en fait, la participation communautaire dont il est question, c'est une participation qui autonomise les populations. Et quand une participation doit autonomiser les populations, je vous assure, il y a 3 critères qu'il faut nécessairement veiller à réunir. C'est-à-dire que la communauté doit avoir le contrôle, alors que vous autres, vous êtes des experts, vous avez été formés dans de hautes écoles, mais vous venez maintenant vous déposer votre projet à la communauté pour qu'elle commence par l'idée la chose. Vous imaginez, c'est ça qui frustre les professionnels et nous devons nous habituer à ça. C'est ça, parce que si vous êtes expert, l'expertise se mesure par rapport à la capacité que vous avez pour descendre en bas complètement et laisser agir les gens. Et vous allez coordonner. L'expert, c'est quelqu'un qui coordonne. Parce que le tigre ne crie pas sa tigritude. Vous comprenez déjà. Vous laissez les autres comprendre aussi et prendre les décisions sous votre direction. C'est ça, c'est simplement ce qu'il faut. Deuxièmement, pour ce faire, vous avez besoin de renforcer les capacités des gens. Donc, il faut leur apprendre, mais pas apprendre comme on apprend à l'université. Donc, vous devez tenir compte de leur désiderata, de leur niveau, comment ça se passe, leur culture, pour apprendre ce qu'ils doivent savoir pour pouvoir mener les actions. Et troisièmement, votre problème, peut-être c'est la COVID-19, mais ce n'est pas ça qui fait le problème peut-être de la population. Donc, vous devez toujours déposer votre problème et ils vont vous dire par où vous devez commencer. Peut-être que vous allez annoncer votre affaire de COVID-19 là et commencer par leur chercher de l'eau à boire d'abord, vous voyez, ou bien des terres pour cultiver leur betterave ou je ne sais pas. Et donc, avant de venir. Mais sinon, si vous tenez, non, moi c'est COVID-19, COVID-19, ils vont vous oublier. Vous allez partir et vous, tout ce que vous êtes venu dire, ça va partir. Donc, il faut, c'est ça qu'on appelle l'édification communautaire. Donc, ça, ce sont les 3 éléments que ma collègue Julienne va vous détailler tantôt. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, ici, quand on dit engagement communautaire, c'est parce qu'on veut que la communauté soit autonome pour prendre les décisions par elle-même et donc mener les actions quand vous ne serez pas là. Mais si vous venez vous dicter les choses, ils vont vous regarder et puis quand vous partez, tout part, il n'y a rien qui reste. Troisième élément, c'est la communication publique. Là, je ne sais pas si je dois vous dire grand-chose parce que vous savez déjà, c'est la radio, télé, les journaux, comment on fait l'organisation donc pour communiquer de manière donc publique et dire les choses à la population. On va utiliser ça aussi. Donc, les médias, maintenant, notre 21e siècle avec les médias sociaux, vous voyez, où on doit savoir utiliser les WhatsApp, les Snapchat, tous les Facebook, tout ça. Il y a plein de possibilités maintenant pour donc faire passer des informations dans le public. Donc, tout ça, on va en parler. Et quatrièmement, c'est donc ici, les perceptions au comportement à risque et la désinformation. Disons la gestion des rumeurs, comme je disais tantôt. Et donc là, il ne faut pas, quand on dit rumeur, souvent on a une connotation négative qui est collée à ça. Non, pour tout être humain ou pour toute intervention, vous devez prévoir déjà comment gérer les rumeurs. Parce que les rumeurs viendront. On n'est pas sur la terre pour être les mêmes choses. Si on était les mêmes choses, ça n'allait jamais marcher. Donc, une oreille dit et l'autre entend, et ça, une bouche dit, pardon, et une oreille entend peut-être autre chose. Ça, c'est la nature humaine. Donc, vous devez composer avec qu'est-ce que les autres entendent. Donc, les rumeurs sont des feedbacks, des rétro-informations pour nous permettre à nous qui intervenons de savoir c'est ce que les gens ont compris de notre message, ça, c'est de notre intervention, ça, et donc nous devons corriger le tir. Donc, il faut déjà, dès le départ, il ne faut pas croire qu'on est des dieux pour ne jamais commettre d'erreurs. Non, ça n'existe pas sur la Terre. Donc, nous devons commencer notre intervention avec déjà un plan de gestion, de collecte et de gestion des rumeurs. C'est très important.
Et là, nous allons y arriver et corriger le tir au fur et à mesure pour ne pas faire ce que nous sommes venus faire. Donc, c'est de ça il est question. Et donc, comment il faut le faire par la surveillance des médias, les numéros verts, l'engagement communautaire. Les gens ils ont confiance en vous, ils peuvent vous rapporter les choses qui se disent dans la ville et comment les gens ont compris ce que vous êtes en train de faire, c'est tout ça. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut rétablir la confiance entre vous et la communauté. Et donc, enfin, vous avez le dernier domaine qui n'est pas des moindres, c'est la coordination interne des partenaires pour la communication des risques en situation d'urgence. Vous avez besoin nécessairement, parce que quand on dit qu'il y a une situation d'urgence, vous voyez, il y aura beaucoup de partenaires, mais les gens ne sont pas formés de la même manière. Il y aura des socio-anthropologues, il y aura des géographes, il y aura des agents de santé, et quand on dit agent de santé, il faut voir, le médecin c'est différent, épidémiologiste c'est différent, promoteur de la santé c'est différent. Et donc, il y a plein de choses, les gens, ils viennent de partout, de plusieurs backgrounds différents, et donc, vous avez besoin à l'interne de savoir comment on coordonne l'intervention pour qu'il n'y ait pas de cacophonie sur le terrain. Mais aussi, à l'interne, donc, quand vous faites ça, il faut aussi coordonner tous les partenaires. Vous voyez, il faut savoir comment on parle entre nous, quels sont les mots de passe, comment nous nous organisons. Et puis, maintenant, tous les partenaires, pour parler d'une voix, une seule voix, on a besoin. Donc, voilà un peu l'aperçu général de ce que vous aurez à voir dans la CREC, donc actuellement, qui n'est pas du tout, comme on le dit souvent, la communication tout court, mais va utiliser les éléments de communication. C'est là où je vais m'en tenir et vous dire, si même déjà vous avez des préoccupations maintenant, on peut toujours prendre quelques secondes et minutes même répondre avant de rentrer dans le vif du sujet avec la collègue Julienne. Merci beaucoup. Merci au professeur David Ouetto. David Ouetto, il ne s'est pas présenté, il est enseignant à l'université de Parakou au Bénin, il forme des médecins. Donc, il est professeur agrégé, c'est une grande personnalité du monde de la promotion de la santé. Il va vous présenter un module qui est très important, c'est la mise en place du système de communication sur les risques. Est-ce que, Dr Aitoubeli, à cet espace-là, il y a des questions ou des interrogations avant qu'on ne rentre dans le module de l'engagement communautaire avec Julienne Anoko? Est-ce que je peux intervenir? Docteur Aitoubeli, il faut bien revoir votre connexion parce qu'il y a beaucoup de grésillements. Revoyez le casque ou quelque chose parce qu'on ne vous entend pas bien. S'il y a des questions, que les gens lèvent la main. Il y a un espace pour lever la main et puis on va vous donner l'occasion de vous exprimer. Sinon, on va passer... Est-ce que, Rodrigue, vous m'entendez, oui, moi? On vous entend parfaitement maintenant. Allez, merci. Donc, si vous permettez, vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait maintenant. Donc, s'il vous plaît, donc, avant qu'on donne la parole aux EPSP et coordinateurs, permettez-moi de synthétiser ce que vient David en 7 points. Premier point, il faut faire la différence entre l'information et la communication, parce que souvent, on confond le verbe d'informer et communiquer. La différence essentielle entre informer et communiquer, l'information, c'est à sens unique. Le médecin informe le malade, parfois il le conseille et parfois il donne des ordres. Ça veut dire le médecin donne des ordres et le malade ou l'élève patient exécute. Je dis bien exécute. Par contre, quand il s'agit de communication, ce n'est pas à sens unique, c'est à double sens. Donc, c'est beaucoup plus de l'échange. Et l'élève ou celui à qui on s'adresse, non seulement il exécute, mais plutôt il s'engage. Donc, la différence, l'un exécute quand c'est à sens unique et on s'engage
quand il s'agit de double sens en termes de communication. Le deuxième point, la communication, généralement, il y a plusieurs éléments qui constituent la communication, à savoir l'émetteur, c'est le coordinateur scolaire dans notre environnement, le récepteur, c'est par exemple l'élève, et nous avons comment il va passer le message et le message lui-même. Ce sont pratiquement les 4 éléments essentiels de la communication. Tout en sachant qu'il y a la communication générale, des principes généraux et des normes de la communication, mais par contre, il y a la communication spécifique, communication individuelle, communication collective, communication scolaire, communication publique, etc., etc. Donc, ça veut dire pour pouvoir faire de la communication publique, il faut d'abord quand même avoir des principes généraux de la communication tout court. Après, on applique ce qui est général en public ou en milieu scolaire, mais avec des spécificités. Troisième élément, pour faire de la communication, on ne fait pas de la communication tout azimut. Mais la communication, pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle soit dans le cadre d'un plan, au sens propre du terme. C'est une stratégie, c'est un plan avec les différents éléments d'un plan qu'il faut assurer si on veut réussir notre communication. Quatrième point, nous avons insisté sur l'engagement de la communauté. Ça veut dire en milieu scolaire, c'est l'engagement des élèves eux-mêmes, des parents d'élèves et des enseignants. C'est ça pratiquement la communauté en milieu scolaire. Donc, on ne peut rien faire, on ne peut pas réussir notre communication si la communauté en question ne s'engage pas avec nous. Donc, la communauté doit être la référence. Comme David l'a dit, si votre problème c'est la COVID-19, peut-être eux, ce n'est pas leur problème. Mais quand même, il faut qu'ils prennent, il faut leur faire prendre conscience, en plus de leur problème, il y a aussi le problème de la COVID. Mais la communauté qui est la référence, et non pas vous en tant que médecin. Cinquième point, c'est la communication publique. La communication publique, notamment avec les différents outils maintenant modernes, notamment les réseaux sociaux, les médias, donc pratiquement en termes de communication publique, donc on est obligé de prendre en considération des moyens modernes. L'avant-dernier point, excusez-moi, c'est le point 6. C'est ce qu'on appelle la perception, le comportement à risque et la désinformation. La perception et les rumeurs, on ne doit pas les sous-estimer. Parce que, comme les scientifiques, généralement, les rumeurs, on les prend pas en compte. Alors qu'il ne faut pas oublier, si nous, scientifiques, nous, techniciens, nous, cartésiens, nous agissons sur les faits, la communauté, généralement, elle n'agit pas par rapport aux faits démontrés scientifiquement, mais ils agissent par rapport à leur propre perception. Donc, si on veut réussir notre communication avec eux, il faut tenir compte de leur perception des choses, donc il faut tenir compte de leur comportement et des rumeurs. Les rumeurs, il faut les collecter, il faut les analyser, il faut les gérer, et non pas les gérer seuls, mais toujours avec la contribution active de la communauté elle-même. Enfin, la coordination des partenaires aussi, donc ça veut dire justement le mot partenaire, c'est très, très, très important. On ne peut rien faire seul. Il nous faut des partenaires. Et qui dit partenaire, dit communication, et la communication notamment interne. Ça veut dire l'équipe de santé scolaire constituée généralement par le psychologue, le médecin dentiste, le paramédical. Ces 4 éléments, ils doivent discuter entre eux, ils doivent communiquer entre eux. C'est ce qu'on appelle le travail ensemble en groupe. Ça veut dire le travail. On ne peut pas faire un travail en groupe, c'est déjà astreint, on ne communique pas entre eux. Donc la communication interne au sein de l'équipe scolaire, la communication interne au sein des parents d'élèves, la communication interne au sein des enseignants est très, très importante. Donc, merci si j'étais un peu long et merci d'y avoir prêté attention. Donc, j'ai résumé un petit peu l'introduction en 7 points et merci. Rodrigue, à vous la parole.
Merci, Dr. Atoubeli. J'écrivais dans le chat qu'il faut essayer de revoir votre micro ou votre casque. Il y a quelque chose qui fait que ça grésille. Donc, de temps en temps, on vous entend bien, à des moments, on vous perd. Donc, prenez le temps d'essayer de régler ça pour vos prochaines interventions. Donc, merci. Donc, est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Oui, c'est clair. Il y avait juste des parasites, mais je pense que si vous réglez bien votre casque ou votre micro, la prochaine fois, ça sera mieux audible pour tout le monde. Sinon, c'était bien comme d'habitude. Est-ce qu'on peut avoir une question ou deux? Sinon, on va dans le module de l'engagement communautaire avec Dr. Julienne Anoko. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour les collègues. Bonjour l'Algérie. Bonjour les collègues de Dakar. Dr. Weto Benem, bonjour. Je m'appelle Julienne Anoko. Je suis chargée de communication sur les risques et engagements communautaires au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Nous sommes basés au hub de Dakar. Je suis aussi socio-anthropologue de formation et aussi formée en épidémiologie et santé publique et genre et santé. Donc, c'est un honneur pour moi de vous présenter le module sur l'engagement communautaire et vous remercier vraiment de votre aimable attention. Donc, comme disait professeur David tout à l'heure, le système de communication, l'engagement communautaire, la communication sur les risques et l'engagement communautaire seront abordés sur 5 domaines. Donc, moi, je vais... Ah, OK. Oh, je ne vois pas le truc. C'est bon. Oui, oui. Non, c'est que j'avais la bande de... C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça vient. Voilà. OK. J'espère que vous voyez mieux maintenant. Oui. Je l'ai mis. Il est mis. Si? Display settings. C'est mieux? Rodrigue? Oui? Ah, OK. Donc, il fallait dupliquer l'écran, en fait. Donc, voilà. Je vous parlais de l'engagement communautaire comme l'un des 5 domaines du paquet sur la communication sur les risques et l'engagement communautaire. Donc, l'engagement communautaire fait partie, comme je venais de vous dire, du paquet des 5 modules et il se fait directement ou par le biais des influenceurs, y compris les campagnes de sensibilisation, la radio communautaire, la communication interpersonnelle, en utilisant les mécanismes d'engagement communautaire existants. Qu'est-ce que l'engagement communautaire? C'est le processus par lequel la communauté, les individus et les organisations développent une relation à long terme à travers un dialogue régulier, les prises de décisions ou la mise en œuvre d'activités dans une vision collective pour le bénéfice de la communauté et le succès des interventions. Il s'agit de travailler avec les communautés, avec respect de leur culture, vers un meilleur changement à travers leur autonomisation. J'aimerais vous demander de retenir ce mot autonomisation parce que c'est lui la finalité qu'on recherche quand on fait l'engagement communautaire. Cela suppose alors qu'il faut assurer la participation des communautés, faciliter l'autonomisation communautaire, faciliter l'identification des obstacles et des potentialisants au niveau communautaire, développer les capacités et les pouvoirs communautaires à prendre les décisions pour l'amélioration de leur santé. Toute intervention, il faut savoir que l'engagement communautaire place le peuple ou bien la communauté au centre de toutes nos interventions. Cela veut dire qu'il est besoin d'une collaboration, c'est-à-dire des partenariats, des dialogues, l'implication et le renforcement de la confiance, selon ce modèle de l'OMS que vous voyez là. Alors, cela veut dire qu'il y a un processus, des relations, des estrats et un impact,
et une mise en œuvre de la co-conception, co-implémentation des actions conjointes, c'est ça qui va permettre de créer un environnement et des conditions favorables pour mettre en œuvre l'engagement communautaire. Dans le domaine du processus, il va s'agir de bâtir la confiance, le respect mutuel, autonomiser, informer, partager des connaissances et des compétences ainsi que mettre des ressources à disposition. Il faudra établir les liens, c'est-à-dire partager des valeurs, partager une même mission, avoir une même vision, développer des perspectives et travailler pour un même but. Il faudra développer des relations. Il faudra avoir des estrants et des impacts, c'est-à-dire des documents de suivi et évaluation, des systèmes de soutien, y compris les systèmes de santé et les systèmes communautaires, discuter des problèmes de santé, des événements liés à la santé, le bien-être, et discuter aussi des exigences que tout cela comporte. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir le leadership et une gouvernance partagée, mais toujours dans le but de donner le pouvoir à la communauté pour son autonomisation. Pourquoi est-ce que l'engagement communautaire est-il important? L'engagement communautaire est au cœur de toute intervention de santé publique. Et en situation d'urgence comme celle-ci, l'engagement communautaire devient encore plus important. L'engagement communautaire implique que les personnes concernées comprennent les risques auxquels elles sont confrontées et qu'on les implique dans des actions de riposte qui sont acceptables. Toujours dans le domaine de l'importance de l'engagement communautaire, il faut savoir que c'est un droit pour toute personne de connaître les risques pour sa santé et son bien-être. Les informations que nous allons donner doivent être culturellement appropriées pour aider à prendre des décisions éclairées afin de réduire les risques pour la santé. Les mesures que les individus et les personnes prennent, les familles ou les communautés touchées sont essentielles pour contrôler les menaces en situation d'urgence pour la santé publique. Sur le schéma de droite, vous pouvez voir tout ce qu'on entend par engagement communautaire schématisé. Ici, il va s'agir de l'éducation, une consultation des personnes, l'extension de tout ce qu'on veut faire vers des personnes qui peuvent mieux encore porter nos messages, la communication, l'établissement des partenariats, la participation active de tout le monde, c'est tout cela qui est l'engagement communautaire. Ici, c'est une citation qu'on aime beaucoup, que nous utilisons beaucoup dans ces formations parce que ça démontre que la perception que nous avons de ce qu'est la communauté n'est pas la même manière que la communauté se voit elle-même. Donc ici, ils ont fait cette expérience et l'expérience a démontré que quand on a donné des caméras aux résidents d'une communauté et qu'eux-mêmes, ils ont pris des photos de leur vie, cela nous a donné une autre image du monde que nous ne connaissions pas parce qu'ils nous ont donné les images de leur monde à eux et comment ils voyaient leur monde. Lorsque nous travaillons ensemble, il n'y a pas de problème que nous ne puissions pas résoudre. Cela veut dire qu'il est fondamental de s'unir, d'unir nos forces pour pouvoir travailler ensemble avec les communautés parce que c'est l'union qui va faire que nous puissions apporter des solutions et que nous puissions résoudre les problèmes ensemble. C'est ça l'engagement communautaire. L'engagement communautaire aussi, ça veut dire que nous devons toujours nous rappeler qu'en tant que professionnels du secteur de la santé, nous sommes de passage dans la communauté. Avant que nous allions voir la communauté existe, elle a des problèmes, elle gère ses problèmes d'une certaine façon. Et quand il y a une urgence, comme par exemple celle de Covid que nous sommes en train de vivre, nous allons dans une communauté et souvent nous oublions que cette communauté elle restera et nous sommes là pour un moment X et nous allons partir sûrement après cette urgence. Donc, c'est là l'important de renforcer cette communauté, de la rendre autonome pour qu'elle puisse arriver à gérer les problèmes de la santé parce que nous ne sommes que de passage dans cette communauté-là. Toujours, nous continuons avec l'importance de l'engagement communautaire. Il est important de comprendre ce qui protège la santé et maintient les gens en bonne santé. Savoir à quel point nos collectivités sont saines, quels résultats pour leur santé existent au sein de cette communauté. Engager les gens dans une action positive, significative et motivante sur leur santé. Offrir des interventions centrées sur la personne et sur la communauté, responsabiliser et habiliter, augmenter le sentiment de contrôle et de participation. C'est ça l'engagement communautaire et c'est ça l'importance de cet engagement communautaire. Il y a plusieurs termes pour désigner l'engagement communautaire. Je me souviens que le professeur David vous a parlé
du contrôle communautaire. Ici, ce contrôle communautaire, c'est le pan le plus important du pouvoir entre les professionnels et les membres de la communauté. Cela veut dire qu'il faut qu'on partage ce pouvoir avec les communautés pour que la communauté puisse contrôler l'intervention. Et quand la communauté contrôle l'intervention, on considère, on appelle cela qu'une intervention est sous le contrôle communautaire. Et à partir du moment que la communauté prend le pouvoir de contrôler l'intervention, nous les professionnels, nous devenons simplement des facilitateurs parce que nous venons pour donner des conseils sur, par exemple, comment mener une enquête, comment mener une évaluation, comment mener une activité. C'est ce processus qui va permettre à la communauté d'avoir le pouvoir et de l'exercer par elle-même. Et c'est ça, parce que c'est un aspect crucial dans le processus d'autonomisation dont je vous ai demandé de retenir ce mot-là. Parce que autonomiser une communauté devient autonome parce qu'elle a pris le pouvoir, elle a bien compris les choses. Maintenant, elle a pris le pouvoir de mettre en œuvre des actions qui seront bénéfiques pour l'amélioration de sa santé. Le deuxième thème qu'il faut retenir, toujours dans le chemin vers l'autonomisation communautaire, c'est l'édification communautaire. Cela veut dire que l'intervention ici est basée sur un programme de développement de la cohésion sociale, un soutien mutuel, un réseautage au sein de la communauté, une conscience critique qui va se développer, une coopération et toutes sortes d'actions qui vont viser la qualité de vie de la population. C'est ça qui va rendre cette communauté, cette autonomisation que nous recherchons, elle va passer par l'édification de la communauté à travers tous ces éléments que je viens de vous présenter tout de suite. Le troisième élément, c'est le renforcement des capacités. Ici, c'est le développement des connaissances et des capacités de la communauté à travers une analyse des aptitudes d'apprentissage des populations, développement de leur confiance en elles-mêmes, leur façon de faire des choses, l'influence sur les politiques, et chercher à faire la différence avec la façon traditionnelle de collaborer avec les communautés. Il faut savoir que quand on renforce les capacités de la communauté, elle peut mieux comprendre les problèmes, mieux utiliser les atouts qu'elle a et aussi travailler mieux pour gérer leurs propres problèmes et améliorer la santé. Donc, nous devons faire ce travail de facilitateur et de renforcement des capacités de la communauté pour qu'elle puisse arriver à l'autonomisation afin d'être à même de gérer ses propres problèmes pour le bien-être de leur santé. Maintenant, on va détailler un peu le renforcement des communautés. Les approches qui renforcent les communautés, on peut les voir ici. La première approche, comme on a dit, c'est le renforcement des communautés, c'est-à-dire la première approche, c'est le développement communautaire. Ici, grâce au développement communautaire, on aura des communautés totalement connectées. Le deuxième point, c'est l'approche basée sur les atouts, c'est-à-dire l'analyse des atouts qui sont au niveau communautaire et comment on peut développer ces atouts-là. L'autre domaine, c'est l'approche des réseaux sociaux, par exemple, les banques de temps. Ici, on va permettre que les gens vont se réunir pour identifier les problèmes locaux, trouver des solutions et construire une action sociale durable. L'autre approche centrée sur la communauté, quel est leur sens? Il faut savoir que mettre l'accent sur la promotion de la santé et du bien-être dans les milieux communautaires, cette approche permet, le sens de ces approches permet de mettre l'accent sur la promotion de la santé et du bien-être dans les milieux communautaires plutôt que dans les milieux de services. Elle permet de reconnaître et chercher à mobiliser les atouts au sein des communautés, promouvoir l'équité en matière de santé et de soins en travaillant avec et aux côtés des individus et des groupes qui font face à des obstacles pour atteindre une bonne santé. Le sens des approches centrées sur la communauté veut dire qu'elle va chercher à accroître le contrôle des gens sur leur santé et sur leur vie. Et elle va permettre d'utiliser des méthodes participatives pour faciliter la participation active des membres de notre communauté dans toutes les interventions visant l'amélioration de leur bien-être. 4 composantes nous permettent de comprendre les approches centrées sur la communauté. La première, c'est le renforcement des communautés, dont on a parlé tout à l'heure, le rôle des relais et de pairs, la collaboration et les partenariats, le meilleur accès aux ressources communautaires. Le renforcement des communautés, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elle passe par 3 phases, le développement communautaire, la méthode basée sur les atouts, les approches des réseaux communautaires. Le rôle des relais et des pairs. Les relais et les pairs vont jouer un rôle de transition. Maintenant, il y aura l'intervention des pairs.
Elle va permettre le soutien des pairs, l'éducation par les pairs et même le mentorat par les pairs. Ensuite, il y aura le rôle des relais de santé. La collaboration et les partenariats vont arriver à une recherche participative à base communautaire. Elles vont promouvoir des initiatives basées sur les milieux. Elles vont promouvoir l'engagement communautaire dans la planification de toutes les interventions et elle va arriver à produire des projets de coproduction entre la communauté et les équipes d'intervention. Dans le cadre de l'accès aux ressources communautaires, on aura les voies de participation, les hubs communautaires et la mise en service communautaire. Quels sont les potentiels résultats des approches basées sur la communauté? Ces résultats se trouvent à 4 niveaux. Au niveau de l'individu, au niveau de la communauté, au niveau des processus communautaires et au niveau même de nos organisations. Pour l'individu, on va voir que l'efficacité et la confiance en soi vont s'accroître. Il y aura une réduction de l'isolement social. Au niveau de la communauté, par exemple, on aura une meilleure cohésion, un sentiment d'appartenance qui vont s'accroître et l'environnement communautaire sera amélioré. Les processus communautaires vont produire un leadership communautaire et un volontariat accru de la communauté dans l'intervention pour intervenir dans les problématiques qui peuvent améliorer leur santé. Au niveau de nos organisations, nous aurons des meilleurs enseignements sur la santé. On aura des services qui seront repensés pour que l'individu et le groupe soient au centre de ces services et non plus seulement un service tout court. Comment est-ce que nous pouvons nous engager auprès des communautés? Il faut d'abord savoir que les épidémies sont complexes, elles ont une portée massive et du coup, elles appellent à l'innovation. Le COVID-19, la pandémie de COVID-19 que nous traversons en ce moment est le meilleur exemple qui permet d'illustrer cette complexité et cette portée massive d'une situation et ça nous a appelé à l'innovation. La complexité revient au fait que c'est des pathogènes émergents ou réémergents, c'est-à-dire on a besoin de nouvelles connaissances pour comprendre c'est quoi le virus qui provoque la maladie du COVID par exemple. Et il faut savoir que la complexité vient aussi du fait que les épidémies se produisent dans des divers contextes, par exemple urbains ou ruraux. En ce moment, il n'y a pas une ville, il n'y a pas une région rurale qui n'est pas touchée par la COVID. Plusieurs endroits et dans différents milieux à la fois, le monde entier, tous les pays du monde sont touchés par la pandémie actuelle. Beaucoup d'agences vont se mobiliser pour la réponse. Il y aura des millions et des millions de personnes qui seront mobilisées ainsi que de nombreuses disciplines pour pouvoir arriver à trouver une réponse massive et une réponse conjointe pour pouvoir répondre à cette pandémie. La portée massive, il y aura un grand nombre de répondants dans divers endroits du monde. Les informations fiables seront nécessaires sous diverses formes utilisables et il faudra que ce soit des informations digestes, utilisant des canaux de confiance du choix des utilisateurs. Les risques et les mesures de protection seront nombreuses. Avant les épidémies et pendant la riposte, il faudra renouveler des connaissances, actualiser ces connaissances et acquérir aussi des connaissances nouvelles. Maintenant, dans le domaine de l'innovation, quand une pandémie éclore comme celle de la COVID, nous sommes obligés à trouver de nouveaux moyens pour pouvoir résoudre cette épidémie. Par exemple, un des moyens, c'est la formation que nous sommes en train de faire. Normalement, les formations se faisaient en face à face, mais avec la situation du Covid, la réduction des mouvements, la portée massive, l'augmentation du risque au niveau mondial, nous sommes obligés aujourd'hui de travailler à distance. Par exemple, moi, j'aimerais bien vous voir, j'aimerais bien parler avec vous tous, mais je suis en train de parler à travers vous en utilisant un ordinateur dont je me dirige plus à l'ordinateur, mais j'ai l'espoir que je me dirige à vous parce que je parle à une machine. Ça, c'était pas encore vraiment, on n'était pas prêt à parler aux machines, donc nous avons dû innover pour pouvoir vous atteindre à travers nos machines. On utilise par exemple les vidéos, des produits audiovisuels, les liens Zoom, les Webex, les WhatsApp, des versions en ligne et hors ligne. On a par exemple, on a développé une prise en charge de la faible bande passante. C'est des innovations qu'on a dû travailler pour pouvoir atteindre le grand nombre de personnes comme aujourd'hui et renforcer les capacités. On a dû trouver aussi, l'innovation a aussi des solutions techniques. Tu peux couper quelqu'un? Ici, j'aimerais vous présenter dans cette diapositive comment est-ce que la communication sur les risques évolue toujours en situation d'urgence. Il faut savoir que nous avons plusieurs domaines,
plusieurs réactions. Soit nous sommes incertains, alors nous restons tranquilles et on se dit, OK, tout est incertitude, comme dans le cas du Covid quand ça a commencé, alors nous restons tranquilles, nous ne faisons rien. La prochaine étape, cela veut dire, nous savons quelque chose, nous savons beaucoup, nous sommes des experts, alors le public n'a pas besoin de savoir parce qu'il ne comprendra pas, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle maladie qui est arrivée, les risques sont complexes, la science est là, etc. Alors le public n'a pas besoin de comprendre. Et si nous traversons cette étape, nous arrivons à une étape dans nos propres réflexions pour dire, ah, peut-être qu'on peut donner des conférences, on peut donner des informations à sens unique, des conférences de presse, des médias pour pouvoir communiquer. Ou bien aussi, la prochaine étape va être écouter via les médias et les médias sociaux, mais nous ne changeons pas nos messages. Et l'étape suivante sera évaluer les connaissances et les perceptions du public et incorporer les résultats de ces évaluations dans la communication afin d'arriver à l'engagement communautaire. Maintenant, on a ici, c'est les caractéristiques de l'information en situation d'urgence. Il faut savoir que quand il y a une urgence, il y a une forte demande d'information. Le délai est urgent. On veut savoir tout de suite, tout de suite. Et peut-être c'est hier qu'on voulait avoir des informations sur ce qui est en train de se passer. Cela nécessite une diffusion rapide et une diffusion efficace. Les caractéristiques de l'information en situation d'urgence demandent d'utiliser les canaux préférés des publics clés. Quelle est notre cible et quel est son canal préféré? Si on veut s'adresser aux jeunes, est-ce qu'il faudra organiser des conférences de presse ou bien est-ce qu'il faudra plutôt aller voir où est-ce que les jeunes cherchent l'information, notamment Facebook, TikTok, etc., etc., etc. Les réseaux, il faudra trouver des réseaux existants de partage d'informations. Il faudra qu'on adapte notre information aux aspects culturels et aux aspects éducatifs. Il faudra qu'on ait accès à de nouveaux médias, qu'on trouve des nouveaux médias, mais aussi qu'on utilise des médias non traditionnels. Il faut aussi savoir que la caractéristique de l'information en situation d'urgence, il y a énormément de désinformation, il y a de la résistance, il y a des influences politiques et il y a énormément de rumeurs. Il y a même eu, par rapport à cette épidémie, une épidémie de mauvaises informations qu'on a appelée l'infodémie. Il faut savoir enfin que l'information bien gérée peut renforcer la confiance de notre public envers nous pour pouvoir lutter contre une épidémie. Les points d'intervention de la communication sur les risques en cas d'épidémie ou de pandémie sont divers. Il faut savoir que quand il y a une épidémie, de nombreux secteurs, comme j'ai déjà dit, vont être mobilisés pour riposter ou répondre à cette épidémie. On aura les secteurs logistiques, on aura tous les secteurs des urgences, on aura le secteur de la santé, l'éducation, les finances, l'emploi, etc., etc., le secteur animal, le secteur économique, le secteur financier, le secteur politique, les questions de gouvernance, les administrations publiques. Tout cela va intervenir et nous, la communication, nous sommes au centre de tous ces points d'intervention parce que nous devrons communiquer ce qui est en train de se passer dans les différentes phases, comme la phase de l'anticipation et de la préparation, la phase de la détection précoce, la phase de l'endiguement et la phase de l'atténuation. La communication sur les risques devra intervenir et elle doit intervenir dans ces différentes phases, mais aussi communiquer l'action de tous ces partenaires que je venais de vous citer, ces partenaires et secteurs que je venais de vous citer tantôt. Voici quelques actions pour l'engagement communautaire. L'engagement communautaire couvre un large éventail d'activités. Certaines activités entreprises par le gouvernement et les praticiens incluent notamment, et pas que, atteindre, informer la communauté des orientations politiques, des programmes, des situations, etc. Consulter la communauté est indispensable dans le cadre d'un processus d'élaboration de politiques, de programmes ou de sensibilisation et de compréhension de la communauté. Impliquer la communauté à travers une série de mécanismes pour s'assurer que les problèmes et les préoccupations sont compris et ils sont pris en compte dans le cadre du processus de prise de décision. Collaborer avec la communauté en développant des partenariats pour formuler des options et fournir des recommandations. Partager la direction, autonomiser la communauté afin qu'elle puisse prendre des décisions et mettre en œuvre et gérer le changement. Construire et maintenir
la disponibilité des professionnels de la santé et des services de santé pour un engagement continu à travers des interventions combinées et adaptées. Pour cela, pour arriver à cela, nous avons besoin des ressources humaines et des atouts disponibles, comme par exemple des équipes pluridisciplinaires et interprofessionnelles qui vont s'appuyer sur les études, des expériences professionnelles et personnelles, des compétences, des croyances, des valeurs et la culture. Nous avons besoin des prérequis pour activer les ressources. Les 3 principaux prérequis, et pas que, la compassion, l'empathie, le rapport. L'empathie veut dire savoir se mettre à la place de l'autre, avoir de la compassion pour l'autre et se dire, cette personne, cet individu, cette communauté qui est en face de moi, voilà le problème qu'elle a et je m'identifie à ce problème parce que ça pourrait être mes parents à moi, ça pourrait être moi aussi, ça pourrait être ma famille. Donc, manifester cette empathie pour pouvoir activer les ressources et créer des bons rapports avec notre communauté. Dans le domaine des compétences de communication appliquées, nous allons retrouver par exemple l'écoute, l'observation, la sensation, la parole, le sentiment. On aura des influences. On aura tout cela va façonner la qualité, la réactivité et la résilience des services de santé à travers une action éclairée, la contextualisation, la synthèse et la validation en continu des données et d'informations provenant des sources et des perspectives. Donc, les 3 éléments de gauche ajoutés au 4e élément de droite vont créer le point de rencontre, ce sera les influences. Les influences vont nous permettre de partager l'information, d'établir des relations et de prendre des décisions. Dans ce domaine, l'engagement communautaire va nécessiter des compétences sociales, émotionnelles et relationnelles, des outils et des pratiques. À cela, nous allons ajouter des compétences, des méthodes, des outils et pratiques de communication interpersonnelle et en équipe. Et enfin, nous aurons des méthodes et des outils qualitatifs. C'est ça qui va permettre d'avoir un environnement favorable et un leadership qui va aider à l'autonomisation des communautés à résoudre leurs problèmes. Ici, on va vous présenter le spectre de la participation communautaire qu'on appelle le continuum de l'engagement communautaire. Dans ce spectre, nous avons 3 principaux éléments. L'objectif de la participation du public, la promesse au public et aussi des exemples techniques. Dans le domaine de l'objectif de la participation du public, ce qu'on va chercher, c'est informer le public, mais donner une information équilibrée et objective. Comprendre les problèmes, comprendre les solutions et proposer des solutions alternatives et utiliser les possibilités, les solutions qui vont aussi provenir de la communauté. Consulter veut dire avoir des retours du public sur l'analyse des alternatives ou des décisions. L'implication va travailler avec le public pour comprendre que les préoccupations du public sont toujours comprises et elles sont prises en compte. La collaboration va nous permettre d'établir des partenariats avec le public dans la prise de décision, élaborer des solutions alternatives et identifier les solutions préférées de notre communauté. Et enfin, nous allons autoriser en laissant les communautés prendre les décisions. Les promesses au public, nous allons promettre au public, cela veut dire qu'il faudra tenir les publics informés. Il faudra les consulter en les informant, en les écoutant, en reconnaissant les préoccupations du public, en fournissant des retours aux équipes de la réponse et à la communauté. Cela veut dire qu'en tant que spécialistes de la communication, nous allons être comme des étapes, des bâtisseurs de ponts, de dialogue, des ponts de dialogue, à la fois des dialogues interculturels, mais aussi des dialogues de communication. Nous allons écouter la communauté, nous allons amener ce que la communauté a dit aux équipes de la réponse et nous allons aussi écouter les équipes de la réponse et partager ces éléments avec la communauté. Dans le domaine de l'implication, il faut savoir que les préoccupations et les aspirations seront directement reflétées. Les solutions alternatives seront élaborées et des retours auront été donnés sur la façon dont le public a influencé la décision. Et la collaboration ici permettra de rechercher activement les conseils et l'innovation dans la formulation de la solution et on intégrera les conseils de la communauté dans les décisions. Et dans l'autorisation, nous mettrons en œuvre ce que la communauté aura décidé. Quelques exemples techniques, les fiches d'information, les sites web et la radio, la télévision, et pas que quand nous voulons informer. La consultation, nous aurons des outils comme les groupes de discussion, les réunions publiques et les sondages. L'implication, nous aurons par exemple les ateliers, des sondages délibératifs. En termes de collaboration, quelques exemples techniques seront
la prise de décision participative, la recherche d'un consensus, les groupes consultatifs de citoyens. Et en termes d'autorisation, nous aurons une décision déléguée à la communauté pour qu'elle puisse implémenter l'engagement communautaire parce qu'elle aura été impliquée depuis la conception, l'analyse, la réflexion jusqu'au suivi, évaluation. Parlant de l'évaluation de l'engagement communautaire, oui, on peut évaluer l'engagement communautaire et on peut avoir les résultats. Je ne vais pas vous lire. Je ne vais pas revenir sur ce que c'est que l'engagement communautaire à votre gauche. Par contre, je vais vous présenter des résultats potentiels de l'engagement communautaire. Un des résultats, c'est l'appropriation communautaire, c'est-à-dire la communauté épouse toutes les interventions qui sont faites dans sa communauté pour son bien-être. La communauté devient autonome, c'est-à-dire elle acquiert le pouvoir. Nous aurons renforcé ces communautés. Elle a acquis le pouvoir et elle peut maintenant mettre en œuvre elle-même les interventions. L'autre résultat, c'est le renforcement de la résilience de la communauté. Ce que nous aurons fait pendant la COVID, par exemple, ou avant la COVID, va permettre que la communauté devienne résiliente et qu'elle puisse maintenant se préparer et mieux gérer les événements qui peuvent venir. Et pas seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans les domaines comme l'éducation, le développement rural, l'accès à l'eau, la question de la terre, etc., etc. L'autre résultat potentiel, c'est qu'on aurait des agents de changement qui seront identifiés au sein même de la communauté. Une force efficace d'intervention en santé, c'est aussi un résultat potentiel. On aura une plateforme pour un partenariat et un engagement d'égal à égal entre nous et la communauté. L'intelligence collective sera efficace parce qu'elle aura été partagée et on aura des entrepreneurs innovants et des entrepreneurs sociaux. Les points clés de ce domaine, c'est que ici, on va vous montrer par exemple comment est-ce qu'on peut analyser l'engagement, la préparation d'une communauté par rapport au domaine de l'engagement communautaire. Quand nous allons avoir au point rouge, par exemple, nous avons le niveau 1. Ici, cela veut dire qu'aucun arrangement n'a été fait pour impliquer systématiquement les populations au niveau communautaire pour gérer le problème dans une situation d'urgence. Au niveau du point 2, nous allons voir que le système d'engagement au niveau communautaire est partiel. Par exemple, on a une cartographie des processus, on a des programmes, on a une cartographie des partenaires et des parties prenantes qui existent. On a aussi une mobilisation sociale, une communication pour le changement de comportement et l'engagement communautaire qui sont inclus dans la stratégie nationale de communication des risques dans le contexte des urgences sanitaires. Ça peut rester au niveau théorique. Maintenant, quand la capacité commence à être développée, c'est-à-dire le niveau 3, les parties prenantes ont été certes cartographiées au niveau intermédiaire et local et le système a été décentralisé, c'est-à-dire il inclut les ressources financières, les ressources humaines et ce système est en place pour l'engagement communautaire et il implique les chefs des communautés, les leaders religieux, les directeurs des écoles, les organisations à base communautaire et d'autres équipes au niveau décentralisé. Et il y a aussi des mécanismes de consultation communautaire qui sont en place. La capacité démontrée, c'est le niveau 4, c'est-à-dire que nous faisons des briefings réguliers avec la communauté, il y a des formations et l'engagement des équipes de mobilisation sociale et l'engagement communautaire, y compris des équipes de volontaires. Il y a en place des mécanismes qui permettent d'exploiter la capacité de mise à l'échelle et ces mécanismes sont existants et ils sont opérationnels. Aussi, la boucle de rétroaction entre l'écoute et l'engagement de la communauté est opérationnelle. La capacité durable, cette résilience qu'on recherche absolument, elle se démontre quand les communautés sont des partenariats égaux dans le processus de communication des risques, comme on peut vérifier cela à travers un examen d'un exercice de simulation, ou bien on peut tester cela lors d'une réelle urgence sanitaire. Donc ici, la phase rouge, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle indique que l'engagement communautaire n'a pas encore été atteint. La phase ambrée, elle indique que les représentants de la communauté ont accepté que le programme commence. Et la phase verte indique que les représentants de la communauté ont accepté d'autoriser tous les membres du personnel dans ou à proximité de la communauté afin de mettre en œuvre le programme. Ici, c'est quelques résultats des évaluations qui ont été faites dans certains pays en Afrique. Ici, par exemple, on vous présente les résultats du Burundi, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Rwanda, du Sénégal et du Soudan du Sud. Juste vous dire que le professeur David Weto a participé à cet examen
de processus d'évaluation dans les 6 pays. S'il est toujours là, peut-être qu'il pourra plus tard, si on a du temps, nous dire un peu comment ça s'est passé dans les pays. N'empêche, le Burundi avait été évalué comme au niveau 2 en termes d'engagement communautaire, la Côte d'Ivoire aussi. Le Nigeria était au niveau 3, le Rwanda et le Sénégal au niveau 4. Le Soudan du Sud, malheureusement, était au niveau 1. Bon, on espère que la situation a pu changer d'ici là. Donc, je vais pas vous lire tout ce que ça veut dire chacun des niveaux parce que je vous ai déjà présenté ça un peu auparavant. Donc, on va continuer. Maintenant, on va parler de ce qui fonctionne dans le contexte africain. Il faut savoir que l'approche de la communication à travers la région africaine est caractérisée selon ce que les partenaires ou bien chacun ou bien chaque pays décide de l'appeler. Par exemple, il y a des partenaires ou dans des pays où on va trouver l'approche qu'on appelle la C4D, c'est-à-dire la communication pour le développement promue par certains partenaires. On va aussi trouver la communication pour le changement de comportement et on va aussi trouver la communication avec les communautés. Le plus important, c'est de savoir, c'est le but qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire l'engagement communautaire au-delà du nom de l'approche ou bien de comment chacun veut l'appeler ou chacun veut l'identifier. Le plus important, c'est qu'il faut rechercher cet engagement communautaire. Toujours, avant d'aller dans les détails pour ce qui fonctionne dans le contexte africain, il faut comprendre que notre contexte a énormément de défis. Par exemple, une faible gouvernance, un problème d'éducation avec environ 80% d'analphabétisme, les taux de chômage importants, surtout auprès de notre jeunesse, les mauvaises conditions de vie, les conflits interraciaux et aussi les conflits sécuritaires, les zones rurales, les migrations internes, les déplacements, énormément de maladies infectieuses émergentes et réémergentes, et vous dire que l'Afrique est le continent qui a toujours des épidémies qui surgissent, des maladies émergentes, réémergentes, au-delà des propres problèmes déjà habituels de santé comme le paludisme ou bien le paludisme par exemple, viennent s'ajouter chaque année au moins une dizaine d'épidémies qui surgissent à gauche et à droite dans notre continent. Et tout cela implique qu'il y a un problème de méfiance méfiance de nos communautés envers nous et envers notre travail. Maintenant, qu'est-ce qui fonctionne pour l'engagement communautaire dans le contexte africain? Les liens et les réseaux sociaux sont un puissant déterminant de la santé. Les interventions à base communautaire fonctionnent. Des compétences renforcées, les connaissances et les expériences aussi fonctionnent. La construction des ponts et la connexion avec les autres aussi. Le renforcement des capacités aide à l'exécution des programmes locaux. Ce qui fonctionne toujours et encore dans notre contexte, c'est le besoin d'une organisation du système de santé qui puisse renforcer la confiance. Ici, on va parler de la mobilisation communautaire et savoir qu'elle n'a aucun impact sans le soutien d'un professionnel de la santé. Par exemple, au niveau communautaire, nous aurons les relais communautaires, mais ces relais communautaires ne peuvent pas avoir une action efficace sans le soutien des professionnels et des communautés. Mais il faut savoir que ce qui marche, le professionnel de santé qui est un professionnel de santé de confiance, c'est celui qui vit et qui travaille avec la communauté parce que ses interventions auront un impact majeur. C'est toujours bien pour une communauté de confier, d'avoir confiance à un professionnel de la santé qui habite dans la communauté, dont on connaît les parents, dont les enfants jouent ensemble, donc les femmes vont chercher l'eau ensemble. Ça suscite plus de confiance et puis les actions de nos relais communautaires pour l'engagement communautaire auront un meilleur impact parce que ce professionnel de la santé se sera impliqué et c'est un professionnel de la santé qui est connu et qui vit dans la communauté. Ce qui fonctionne dans le contexte africain, c'est la préparation. Il ne faut jamais attendre que l'épidémie se produise avant de commencer l'engagement communautaire. Il faut commencer avant, parce que quand l'épidémie se produit, cela veut dire qu'on aura beaucoup plus de difficultés à mettre en œuvre l'engagement communautaire. C'est pour ça qu'il faut se préparer avant, en attendant, dans l'espoir que quand l'épidémie va arriver, on sera déjà mieux préparé et on pourra facilement déployer et mettre en œuvre l'engagement communautaire. Ici, nous allons vous parler de la stratégie globale qui peut aider à promouvoir et à mettre en œuvre cet engagement communautaire. La stratégie globale a besoin d'un cadre politique solide qui crée un environnement favorable qui donne aux gens des choix appropriés à leur vie plutôt que de simplement leur dire quoi faire.
La stratégie globale permet aux individus de s'autonomiser individuellement et collectivement parce qu'elle encourage les groupes d'entraide et les actions des organisations communautaires. De nombreuses portes d'entrée sont disponibles. Par exemple, ici, nous savons que le système de santé, c'est lui qui prend le leadership quand il y a un problème lié à la santé. Et dans ce système de santé, nous avons l'organe national, c'est le ministère de la Santé qui va lancer et diriger l'action. En dessous de ça, nous aurons le service de santé local qui va prendre les devants et charger la communauté d'agir si nous voulons arriver à la promotion de l'engagement communautaire. Le département de la santé informe et éduque parce qu'en dessous du ministère de la Santé, nous avons le département de la santé. Il peut s'appeler dans chaque pays comme vous voulez. Chaque pays a son nom qui le donne. Mais le plus important, c'est de voir que ce système qui est décentralisé doit aussi travailler avec la communauté dans les mêmes processus de décentralisation. Donc, au niveau du développement du département de la santé, nous aurons un service local de santé qui va partager les informations avec la communauté. Maintenant, on aura la contribution, la consultation limitée de la communauté. On peut pallier à ça à travers le service santé local qui va solliciter les contributions communautaires spécifiques et périodiques. Nous aurons une consultation communautaire complète quand le service de santé local va solliciter une contribution continue et approfondie de la communauté quand il y a dans la riposte face à un problème de santé comme celui que nous sommes en train de vivre en ce moment. Maintenant, comment est-ce que la communauté prend le leadership? La communauté prend le leadership à travers la connexion, c'est-à-dire les membres de la communauté servent de canaux d'information et de rétroaction vers et depuis le service de santé local. Il y a un partage du pouvoir. C'est là qu'on va vérifier que la communauté a pris le leadership. Cela veut dire que le service de santé local communautaire et le service de santé communautaire et local définit et résout les problèmes ensemble, c'est-à-dire la communauté et les professionnels de la santé travaillent ensemble pour trouver des solutions. La communauté initie et dirige l'action. C'est ça qui va nous permettre de voir que la communauté a pris le leadership parce que la communauté va prendre les décisions, elle va agir et elle va partager les informations avec le service de santé local. En Afrique, quelle combinaison est la plus efficace dans notre contexte? Premièrement, il faut comprendre le contexte socioculturel de nos communautés, comprendre le contexte des relations politiques et des relations de pouvoir, comprendre les pratiques traditionnelles qui sont profondément ancrées et aussi les normes sociales qui existent, comprendre le rôle des chefs traditionnels, le rôle des organisations confessionnelles, le rôle des femmes, le rôle des groupes de jeunes et analyser l'autogestion et le contrôle communautaire. Quelques leçons apprises ont été tirées de la communication sur les risques. Les meilleures pratiques ont besoin des systèmes de santé. Ça, c'est des leçons apprises qu'on a tirées d'autres épidémies, comme l'épidémie d'Ebola, par exemple, mais aussi d'autres programmes où l'engagement communautaire a démontré son efficacité. La première leçon, c'est qu'il faut créer et maintenir la confiance. C'est indispensable qu'on ait cette confiance, qu'on maintienne cette confiance dans le temps. Créer la confiance ne se fait pas en une fois. C'est dans un processus. C'est dans un processus, dans le terme, dans le long terme. Il est progressif. Ça permet, il est progressif et cette confiance, comme je disais, on ne la crée pas en allant voir les communautés une seule fois, mais c'est en allant travailler avec les communautés, en ayant un agenda de rencontre qui est analysé, des rétroactions, des échanges, des messages qu'on conçut ensemble, le travail main dans la main, c'est ça qui permet de maintenir la confiance. La leçon numéro 2, c'est de reconnaître et communiquer, même dans l'incertitude. Il ne faut pas attendre d'avoir toutes les meilleures informations, de tout maîtriser pour pouvoir communiquer. Il faut donner l'information et préciser que à ce niveau de la situation, voici l'information, mais voici, on ne connaît pas beaucoup de choses. Et promettre qu'au fur et à mesure qu'on aura accès à l'information, on pourra lever l'incertitude progressivement. Se coordonner, c'est une des leçons que nous avons aussi apprises. Cela veut dire que tout le monde travaille ensemble. On met en place des mécanismes de coordination et on développe toutes les interventions au sein de ces mécanismes de coordination. Parce que quand il y a un manque de coordination, chacun va dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. Et souvent, ce n'est pas les bons messages qui passent quand chacun part. Nous allons travailler en rang dispersé. Et je vous assure que la communauté se rend compte quand nous ne sommes pas coordonnés et elle nous le redit. C'est pour ça que cette leçon a été tirée.
La quatrième leçon, c'est sur la transparence et la rapidité. La transparence et la rapidité avec la première et toutes les autres communications. Il ne faut pas cacher les choses. Il faut dire les choses et reconnaître avec humilité que on ne connaît pas. Voici le niveau où nous maîtrisons, où nous avons l'information sur les choses. Parce que si on cache les choses, aujourd'hui, vous savez, les réseaux sociaux ont fait que tout le monde du fin fond de son village avait son téléphone portable et une connexion. Il est un expert en communication. Il peut aller prendre les choses, mettre les choses sur Internet et tout le monde va aller les consulter. Donc, si nous ne sommes pas transparents, cette absence de transparence va faire que ça va renforcer la méfiance de nos communautés envers nous parce que chacun sera allé chercher l'information sur Internet et deviendra un expert et va nous traiter de menteurs. L'autre aspect, leçon, c'est la proactivité dans la communication publique. Il ne faut pas que les populations de la communauté nous demandent l'information, mais il faut la donner en respectant les 4 autres leçons que nous avons déjà énumérées. En 6e position, impliquer et engager les personnes concernées. Ne pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais plutôt demander aux personnes qu'est-ce que nous pouvons faire selon votre contexte. Utiliser des approches intégrées, impliquer les chercheurs en sciences sociales parce que la recherche en sciences sociales et les approches en sciences sociales vont comprendre les perceptions, aider à comprendre les obstacles, mais aussi identifier les catalyseurs, les bons éléments qui peuvent permettre que notre action d'engagement communautaire soit plus efficace. La 8e leçon, c'est renforcer les capacités nationales, soutenir l'appropriation au niveau national comme nous sommes en train de faire en ce moment. Souvent, nous sommes confrontés à la question de la résistance communautaire. Mais il faut savoir que les gens ne résistent pas au changement, mais les gens résistent à être changés. Les gens résistent à être changés parce que on n'a pas pris le temps de s'asseoir avec ces personnes pour construire ensemble le travail. Donc, quand on vient parachuter des interventions au niveau communautaire, les gens vous disent, nous, on a toujours fait comme ça. Donc, on ne va pas changer cette manière de faire parce que vous venez nous dire. Et parfois, ils ne vont même pas le dire, mais ils vont continuer de faire comme ils ont toujours fait. Parce qu'on ne les aura pas convaincus. Quand on convainc les gens ne résistent pas à ce changement-là. Plutôt, ils adhèrent parce qu'ils auront été impliqués depuis le début de la situation jusqu'à toutes les phases pour développer des solutions jusqu'à son évaluation. Il faut savoir que quand on travaille avec les communautés, la nature de la résistance change au fil du temps et il faut avoir des possibilités de cartographier la résistance en utilisant les nouvelles technologies, définir la méfiance, adresser la peur et les résistances individuelles et communautaires. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter par rapport à l'engagement communautaire. Je vous remercie. Voilà mon adresse email et je reste à votre disposition pour les questions, les éclaircissements et je rends la parole. Merci beaucoup. Merci à Dr Julien Anoko. Nous allons retourner du côté de Alger. Si Dr Aïtoubeli veut bien nous remettre ça dans le contexte. Et rappelez-vous que quand on parle de communauté, c'est votre communauté. Donc, les enseignants, les élèves, la mairie, les parents d'élèves. Et donc, toutes ces connaissances-là doivent être remises dans ce contexte pour être bien utilisées. Merci. Aïtoubeli, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde m'entend? Rodrigue. Allô? Oui, on vous entend. Et juste pour dire, justement, merci pour cette présentation, mais juste le principe essentiel qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que la communauté est très, très importante. C'est une pièce maîtresse si nous voulons réussir notre communication au milieu scolaire. Et comme nous l'avons déjà dit, la communauté, c'est notamment les enseignants avec qui on doit travailler toujours, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Sans parler aussi d'autres partenaires qui sont en dehors de l'UDS, tels que les collectivités locales, la mairie, etc., etc. Donc, encore une fois, merci. Et je donne la parole maintenant aux différents EPSP et DSP pour poser les questions éventuellement. Merci. Allô?
À Dakar, nous sommes à l'écoute, on attend les questions. Julienne attend les questions éventuelles. Oui. Docteur Aïtoubeli, bon, Oui. si les gens n'ont pas de questions maintenant, ils peuvent toujours continuer de les poser dans le chat. Au fur et à mesure que les questions vont venir, on peut les encourager à poser les questions dans le chat. On pourra y répondre au fur et à mesure aussi. Merci. Et permettez-moi de dire encore, ça veut dire, pour ceux, je veux dire, j'ai envie juste de dire que les présentations d'aujourd'hui et demain sont très importantes. Mais s'il y a des concepts qu'on ne maîtrise pas, ce n'est pas grave. Ça veut dire que ces présentations sont à votre disposition. Donc, vous pouvez lire et relire le contenu. Et il y a beaucoup de concepts qu'il faut quand même découvrir ou redécouvrir. Et c'est le seul moyen si on veut réussir la communication en milieu scolaire. Tout ce qui a été dit est important au sens théorique du terme, mais aussi au sens pratique, dans le sens, je demande à tout le monde d'essayer d'appliquer ces notions théoriques sur leur activité quotidienne de communication. On ne peut plus continuer à faire de la communication à peu près. La communication, c'est une science, elle doit justement respecter les normes scientifiques dont l'efficacité a été démontrée dans pas mal de pays. Et merci. Donc, nous donnons maintenant la parole au deuxième présentateur pour la troisième présentation et merci. D'accord. Merci, Dr Aïtoubeli, de rappeler l'intérêt de la communication dans le contexte social et surtout dans le contexte